Bonsoir à tous. Je suis très contente d'ouvrir ces premiers plateaux 2023 de notre fondation et d'ouvrir ce faisant aussi un nouveau cycle dans l'histoire de la fondation qui a commencé maintenant au départ sous la forme d'un institut puis d'une fondation il y a 5 ans. Puisque avec le conseil scientifique de la Fondation, et Serge Guérin et Marianne Fourier vont y revenir, et avec le conseil d'administration, nous nous sommes dit qu'il était temps d'ouvrir peut-être un nouveau cycle de réflexion après la réflexion sur le bien vieillir dans toutes ses dimensions. Nous souhaitons vous proposer de travailler pour les 3 années qui viennent sur une thématique qui s'appellera « Aimer soigner ». Aimer soigner, c'est pour nous une façon de vous proposer d'appréhender toutes les dimensions du métier de soignant, toutes les dimensions aussi de la situation, choisie ou non choisie d'aidant, toutes les situations dans lesquelles nous nous trouvons les uns les autres à un moment ou à un autre de notre existence ou par notre profession dans cette belle et noble tâche qui est celle de soigner et d'accompagner. Et de donner aussi à cette réflexion, évidemment, une dimension sociologique, historique, organisationnelle aussi, éthique, bien entendu. Donc, de nous donner les moyens, finalement, à travers ce qu'est notre fondation, son conseil scientifique qui a, du coup, accueilli des nouvelles compétences, des nouveaux profils pour pouvoir appréhender cette réflexion, de nous donner l'occasion de contribuer à ce qui est probablement aujourd'hui un des grands défis de notre société, cette société à la fois du grand âge, des vulnérabilités, avec ce défi démographique que nous avons devant nous, ces bouleversements aussi liés aux traces longues probablement du Covid, de la pandémie terrible que nous avons dû traverser ces dernières années. Donc c'est probablement le bon moment pour réfléchir à ce que sont ces métiers du soin, ce qu'ils impliquent vraiment à la fois à titre personnel, collectif, qui les porte, qui les choisit, pourquoi les quitte-t-on, pourquoi y revient-on, comment peut-on s'y inscrire durablement et comment le regard de la société sur les soignants peut aussi évoluer dans sa perception parfois manichéenne et probablement très simpliste de ce qu'implique l'acte de soigner. Donc voilà, c'est pour ouvrir ce cycle. Nous allons commencer avec un premier plateau pour regarder ce sujet dans toute son acception. Et je voudrais vous dire que je suis vraiment très heureuse qu'on puisse faire ce mouvement ensemble. Et j'espère que nous allons connaître de riches moments de débat. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sophie. Merci à tous. Alors oui, nous ouvrons donc le 30e plateau. L'air de rien, ça commence à faire. Et en même temps, nouvelle version. Alors là, d'abord, juste, comment ça va se dérouler? On va raconter au fur et à mesure à la fois les grands axes de réflexion. Et donc un certain nombre de membres du comité scientifique seront interrogés, entre guillemets, sur une thématique qu'ils ont envie de défendre. Et une des raisons aussi pour lesquelles ils ont accepté de faire partie de ce comité. Je dois dire d'ailleurs que quand on les a appelés, à chaque fois c'était oui, bien sûr, avec plaisir, et ainsi de suite. Voilà, ça s'est fait de manière très vite avec les nouveaux et les anciens. Globalement, ceux qu'on n'avait pas prévu de garder, c'était même ceux-là qui étaient un peu vexés, quoi. Sinon, globalement, ça s'est passé donc très bien. Et c'est intéressant aussi de se dire que les gens ont envie de participer à cette histoire-là. Et puis en même temps, on va alterner donc, ces temps un peu de réflexion, d'envie de réfléchir vers quoi. Et puis, en même temps, on présentera au fur et à mesure aussi déjà un certain nombre d'actions qui vont être mises en place tout au long de ces 3 ans, puisque la Fondation là, est repartie pour 3 ans. Mais avant, c'est important aussi de faire un peu un bilan, de regarder un petit peu ce qui s'est passé sur les 5 dernières années. Donc on fera aussi quelque chose autour de ça, avec d'abord un film, et puis ensuite Gilles Berru fera un topo autour de cette question-là. Marianne, à toi de lancer le film. Voilà, donc moi, déléguée générale de cette belle fondation Corian, j'ai la chance effectivement d'avoir pu accompagner cette mutation et de porter donc cette nouvelle feuille de route avec vous, membres du comité scientifique et partenaires de l'extérieur et de l'intérieur. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer par visionner ensemble ce film qui nous raconte finalement les 5 dernières années de cette fondation Corian.
y a 1 an et demi en arrière, vous vous étiez tous retrouvés pour faire des interviews. Et ces interviews ont été ensuite réunies dans un livre. Dans les lieux où la mort est fréquente, il faut tout faire pour que la mort fréquente ne devienne jamais une mort banale. Prendre soin des personnes en perte d'autonomie, ce n'est pas du seul fait des professionnels. Ils ne doivent pas se sentir les seuls investis justement de cette mission de prendre soin. Notre rôle, c'est que lorsqu'on a un chef d'établissement qui vient nous voir en disant ben voilà monsieur le maire, nous on a besoin pour l'année de faire un certain nombre de sorties dans les différentes animations culturelles, sociales, sportives, on a les outils pour faire. Tout ce que l'on peut entreprendre tout seul aujourd'hui en mobilisant les acteurs, les partenaires, faisons-le simplement en partageant les bonnes pratiques entre des mondes qui s'ignoraient. C'est vraiment la vocation de la Fondation, comme tu le disais, de croiser les regards et d'aller sur les territoires pour justement rencontrer des gens qui ont des regards parfois différents des nôtres et d'apporter aussi notre soutien à des initiatives qui ne sont pas forcément parisiennes, mais qui sont des initiatives innovantes. Chez nous, la mort n'est pas tabou. Chez nous, la mort a sa place dans la vie parce que c'est au fond le couronnement de la vie de quelqu'un. On est arrivé à l'hypothèse qu'on ne pouvait pas penser le vieillissement sans penser les lieux du bien vieillir. Que les gens âgés ne vieillissaient pas hors sol, mais vieillissaient dans un bassin de vie, dans un pays, dans un territoire. Voilà, merci beaucoup. Ça me donne l'occasion de remercier Brandon Hughes qui a réalisé ce très beau film qui nous émeut et qui montre la richesse de ces 5 années de réalisation collective. Merci aussi à nos partenaires de toutes ces aventures des matinales et des plateaux, donc Brandon Hughes, mais également Stories, qui est donc notre société réalisatrice de très beaux films qu'on a pu voir également, ainsi que Espace événementiel avec Sarah Lejoly, qui doit être par là, qui est notre fidèle compagnonne sur les chemins, notamment des matinales. Je remercie également les membres du conseil d'administration, les membres du comité scientifique de la Fondation qui nous ont accompagnés fidèlement pendant ces 5 années. Et je donne la parole à Gilles Berru, un des membres du comité scientifique. Gilles, j'aimerais que vous nous donniez votre impression sur ces 5 dernières années. Qu'est-ce que vous en retenez finalement en tant que conseiller scientifique de cette Fondation ? Une idée simple, c'est la variété des propositions, la diversité des opinions qui ont pu s'échanger et l'audace qui a permis d'explorer des champs nouveaux. Aussi brièvement, peut-être rappeler quelques études qui ont été portées. On a dit qu'il y avait 30 articles scientifiques qui ont été publiés. Je voudrais signaler quelques points pour l'illustrer. Par exemple, la téléconsultation de psychiatrie pour les soignants pendant le Covid
et avec la relation en fait, que les soignants pouvaient échanger avec un psychiatre référent, et l'apport que ça a pu avoir, les limites aussi, les caractéristiques des soignants qui adhéraient ou pas, et qui ont été des indications intéressantes. Je voudrais aussi citer l'étude CLUD avec l'équipe de Loïc Josserand, cluster pour les déterminants sur l'épidémie de Covid dans les établissements, avec 3 paramètres. C'est l'intensité de la charge virale sur le territoire qui l'entourait, la grande variété des intervenants qui augmentent le risque d'infection, et la présence des unités fermées, ce qui évidemment interroge dans les organisations. Je voudrais citer aussi l'étude Orion avec Léa Perroni et Monique Retentondeur sur la perception de l'incontinence urinaire par les femmes, et par les femmes et les hommes d'ailleurs, mais c'est vrai que la dominante féminine est très forte. C'est un sujet qui est dérangeant, qui gêne beaucoup, et bien, je dirais, bien pris en charge. C'est peut-être aussi un lieu, finalement, d'autonomie si la personne peut être en capacité, par des aides techniques, de la prendre en charge. Cette étude est aussi originale par la webémétrie sur la toile, sur l'incontinence urinaire. C'est un phénomène mondial, mais c'est peut-être en France que c'est le plus mal vécu, finalement, dans les mots. Et puis, il y a une surreprésentation masculine de l'incontinence sur Internet à cause de la prostate, ce qui montre en fait, finalement, par contraste, une sous-représentation incroyable de l'incontinence urinaire sur la toile. C'est un sujet aussi sociétal. L'étude de repérage avec l'équipe de Toulouse, du CHU de Toulouse, Bruno Vellas, Yves Roland, sur un auto-questionnaire prédicteur de la rééducation. L'étude EXEPA sur les troubles exécutifs en EHPAD, et puis un cahier des charges pour monter des espaces éthiques dont on reparlera. Voilà un peu la variabilité des travaux et l'intérêt finalement qui était autour du soin. Et donc c'est assez naturel finalement que l'évolution de la Fondation soit maintenant vers les soignants, parce que c'est finalement un sujet qui était une colonne vertébrale sous-jacente au travail de la précédente fondation. Merci Gilles pour ce témoignage. Effectivement, le comité scientifique de la précédente fondation, du précédent cycle de la fondation comptait déjà beaucoup de soignants. Le nouveau comité en compte encore plus. On a beaucoup de soignants, Serge, qui viennent avec des parcours variés, aussi bien des décideurs du monde de la santé, des hospitaliers, médecins, psychologues, infirmiers, aides-soignants. Des soignants qui ont des engagements associatifs aussi, des chercheurs. Et le deuxième groupe constitutif de ce comité scientifique, ce sont les représentants des sciences humaines, puisqu'on a aussi bien des philosophes, des sociologues, économistes, un prospectiviste. Et tout cela nous amène à penser, à espérer qu'on va avoir également cette richesse de production et de réflexion qu'on a eue sur ce premier cycle, sur ce nouvel objet des métiers du soin et des soignants. On aura 3 types d'actions. Animer des débats pour croiser les regards, on pense que c'est une de nos missions et qu'on va continuer à faire cela à Paris et en province. Deuxième axe, réfléchir et produire de la connaissance autour des études, des recherches. Et enfin, troisième axe, impulser des actions d'intérêt général, développer l'engagement collaborateur avec divers partenaires associatifs notamment. Serge, voilà, il te revient de maintenant tracer les grands axes de cette nouvelle feuille de route. Merci beaucoup. Alors, vu ma taille, je suis obligé de me lever, sinon personne ne me voit. Enfin, voilà. C'est d'abord dire qu'on est extrêmement content de lancer cette deuxième phase, que cette question, c'est intéressant en ce moment, vous avez peut-être remarqué qu'on parlait beaucoup peut-être de perte de sens du travail, qu'il y aurait même dans la société française des gens qui n'auraient pas envie de continuer de travailler. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de débats autour de ces questions-là. Et finalement, il y a aussi des débats autour de la perte de la notion de vocation.
des métiers de vocation. Qu'est-ce que ça veut dire? D'ailleurs, on parle souvent moins de métiers et plus de travail, de job, de fonction, de place. Ce qui est aussi intéressant, la sémantique dit souvent beaucoup de choses. Donc on est dans cette période-là, avec un regard souvent assez victimaire, comme sur plein de choses en France, en disant, oui, les gens, la souffrance au travail est trop dure, plus personne ne veut travailler, c'est une catastrophe, ainsi de suite. Comment faire du coup? Eh bien, il faut travailler le moins possible, sinon on ne va pas s'en sortir. Alors, et puis on va parler de grandes démissions, par exemple. J'intervenais ce matin dans un autre cadre sur les jeunes générations, et donc il y avait aussi ce discours, oui, les jeunes qui ne veulent plus travailler, ainsi de suite. On avait regardé, d'ailleurs, tous ces démissionnent. On a fait une étude, 6% des 18-30 ans ont démissionné. Mais démissionner, ça ne veut pas dire nécessairement démissionner pour aller se coucher. Ça peut être aussi démissionner pour aller dans un autre boulot. Hein. Donc en fait, là aussi, il faut souvent prendre un petit peu de nuance par rapport à ça. Mais n'empêche que la question des métiers, la question des emplois, la question de l'envie d'aller travailler est extrêmement importante. Et donc, il y avait vraiment cette logique-là, et on est rattrapé d'une certaine manière par l'actualité, autour donc d'une fondation qui est centrée sur la question des métiers au sens large. Les métiers du soin, les métiers du care, les métiers de la relation, ben on voit bien qu'il y a tout ça. Et finalement, des métiers du sens, et aussi comment on donne du sens au métier. Hein, on est bien dans cet élément-là. Et tout ça va être la construction pendant ces 3 ans, de réflexion, d'action, de discussion, de valorisation, de critique aussi, enfin voilà. Tout cet ensemble-là va être construit pendant ce temps-là. Et donc, du coup, on va là le voir un petit peu déjà sur telle ou telle approche. L'idée, c'était, Marianne l'a dit, on a une diversité de membres du conseil scientifique, une diversité aussi de sujets. Alors, on ne peut pas prendre tous les sujets. C'est comme tout, faut faire des choix. Mais n'empêche qu'autour de ces sujets, il y a vraiment déjà énormément de choses. Il y a aussi comment on n'oublie pas telle ou telle catégorie. Comment on n'oublie pas que certains, c'est une vocation, d'autres, c'est une découverte, des troisièmes, c'est encore autre chose. Comment on prend tout cela en compte? Comment on prend aussi en compte que les personnes, la France d'aujourd'hui n'est pas la France d'hier? Comment on prend en compte la question égalité femmes-hommes? Comment on prend en compte que les autres temps de la vie? Le temps d'ailleurs, tout court. La notion du temps. C'est intéressant. Jamais on a vécu aussi longtemps, jamais on a aussi peu travaillé sur une vie, et jamais en même temps, le sentiment de ne pas avoir le temps était aussi fort. Il y a quand même quelque chose... Alors, parfois le temps est impressionnant. Je voyais sur le fronton d'un lycée il n'y a pas longtemps, la retraite, on se prépare. Je me disais, à 17 ans, on se prépare à la retraite, c'est intéressant, mais c'est-à-dire que déjà on se prépare, donc on va prendre le temps pour se préparer à la retraite. C'est intéressant comme concept. Mais on voit bien, cette notion de temps, elle est présente tout le temps. C'est bien le cas de dire. Et le temps, c'est aussi le temps du soin. On est bien aussi dans quelque chose. J'ai parfois pas suffisamment de temps pour le soin. J'ai aussi parfois, on le voit, trop de temps dans l'administratif, par exemple. Donc il y a aussi toutes ces questions-là. On voit bien aussi que du coup, c'est plein d'éléments. C'est la question du management, c'est la question de l'écoute de l'autre, c'est la question de la discussion, c'est la question de trouver quel type d'autonomie. On est sur tous ces éléments-là. C'est très très large. Et du coup, on va essayer, comme on peut, d'aborder différents sujets, de porter un petit peu le regard croisé, mais aussi, comme disait Albert Londres, la plume dans la plaie. C'est-à-dire chercher un petit peu les choses, aller voir ce qu'il y a derrière, et dire aussi les choses, écrire les choses, publier les choses, en parler tout simplement. C'est pour ça que c'est important, pas être seulement à Paris, mais aussi on ira en effet dans les provinces, et non pas dans les territoires. Voilà. Et alors, premier axe, c'est intéressant, acte ou axe. Bon. Dire aussi que je vous remercie les membres du conseil scientifique qui sont là, et puis ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, parce que c'est aussi, tout simplement, c'est une forme de don, hein. C'est donner du temps. Alors, mon ami Pierre-Henri, quand je dis c'est donner du temps, c'est du don, il se dit ça y est, il va nous sortir du Marcel Mauss. Hein, c'est ça que tu as pensé. Eh ben non. Cette fois-ci, je te sortirai quelque chose que toi tu suis beaucoup plus que moi, parce que tu as beaucoup plus de culture. Plus je te donne, plus il me reste. Shakespeare. Ça fait... Hein, ça pose quand même. Voilà. Évidemment, moi je connais que en français, je ne sais pas le dire en anglais. Ça c'est Sophie qui pourrait... Voilà. Mais, voilà. Et donc on est aussi autour de ça. C'est-à-dire que c'est aussi, en effet, des formes de dons. On passe du temps, on échange et on apprend. Le don, il y a quelque chose derrière. Alors, le premier thème qu'on a pris, c'est prendre soin des soignants. Là aussi, très souvent, et on s'en aperçoit de plus en plus, les soignants, au sens large du terme, sont des gens donc, qui sont là pour prendre soin, mais parfois eux-mêmes, parfois s'oublient, simplement, parce que je pense à l'autre et je ne pense pas à moi. On a exactement la même problématique avec les aidants. Je pense à l'autre, je ne pense pas à moi.
Et puis aussi, parfois, je crois savoir, donc j'ai pas besoin d'eux. Donc voilà, c'est dit que les gens qui s'occupent des plus fragiles, il ne faut pas qu'eux-mêmes ils soient fragilisés. Il ne faut pas par humanité, mais aussi parce qu'on n'y a aucun intérêt. Quelqu'un de très fragile va moins bien s'occuper de quelqu'un de fragile. Donc notre intérêt, notre égoïsme solidaire fait qu'on a tout intérêt aussi à être présent autour d'eux. Donc ça, c'est vraiment le premier thème. Alors on a pris 4 grands thèmes généraux. Quand je dis ça, tous ces thèmes, tout ça est né d'abord d'un premier séminaire qu'on a tenu en décembre, où un certain nombre de membres du comité scientifique se sont retrouvés pour dire un petit peu sur quoi on a envie de travailler, comment on veut travailler. Donc il y a eu des échanges, ça a duré plusieurs heures. Donc c'était aussi de dire sur quoi on a envie, parce que derrière tout ça, les gens ils sont là en volontaire, mais il faut aussi trouver du plaisir. Donc cette notion d'envie justement, moi j'ai plutôt envie d'aller vers là. Alors, évidemment après il faut trouver un consensus et autres, mais n'empêche que c'était ça au début, c'est écouter les envies, se dire mais là-dessus ça m'intéresse beaucoup. Cette question-là, on ne peut pas l'oublier. Après chacun a son truc, mais après on trouvait un équilibre. Du coup, premier axe, autour de prendre soin des soignants. Je vous disais encore une fois, on ne peut pas oublier cet élément majeur. Si les soignants vont pas bien, ils ne seront pas bien avec les autres. Alors bien-être et santé des soignants, tout bêtement. Prévention contre la violence dans le métier, mais la violence aussi dans la vie civile, j'allais dire, dans la vie personnelle. Inclusion sociale des soignants. Les soignants ont une diversité de situations, une diversité d'origines, une diversité de modes de vie. Donc tout ça, comment on fait vivre tout cela ensemble, comment on trouve les équilibres, comment on trouve des manières de faire ensemble, de faire société ensemble. Et puis, aussi, il y a une problématique très particulière, on y reviendra tout à l'heure, qui est, on est quand même dans des métiers où souvent, on travaille avec la mort. Et donc aussi, c'est comment l'accompagnement des soignants face à la souffrance existentielle de la mort. Voilà un peu tous les sujets que l'on a pris. On aurait pu en trouver d'autres. Et déjà, vous voyez, c'est très très large. Il faudrait plus d'une vie pour répondre à tout ça. Mais voilà, ça, ce sont les 4 axes sur lesquels nous sommes allés. Alors, eh ben, on va démarrer. Ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour comme ça. Et je vais aller voir un certain nombre de membres du conseil scientifique qui ont pu être présents aujourd'hui. Alors, je précise aussi qu'il s'agissait aussi que tous les membres du conseil scientifique n'habitent pas au centre de Paris. Car il se trouve, j'ai appris depuis peu qu'il y avait autre chose que le centre de Paris. Hein, Gilles ? Voilà. Et que donc, c'est important aussi, parce qu'il paraît qu'on peut être malade, fragile, on peut même mourir en dehors du centre de Paris. Donc il y avait aussi une logique. Donc si on sort du centre de Paris, bah, c'est les banlieues, c'est les provinces, et ainsi de suite. Donc, et parfois, évidemment, c'est plus compliqué de venir quand on vient d'un peu loin, ainsi de suite. Voilà. Alors, je vais commencer avec le professeur Loïc Josserand, ici présent. Loïc, toi, un de tes sujets, et le sujet, alors tu es très très présent sur les enjeux autour de la lutte sur le tabac et tout ça, où on découvre que les soignants sont assez consommateurs, l'air de rien, alors qu'on pourrait se dire, bah non, quand même, eux, ils savent plus que les autres. On a tous croisé des médecins qui fumaient, par exemple. Voilà, bon, ça fait partie des trucs. On peut dire une chose et faire une autre, ça c'est un autre sujet. Mais avec toi, ça a été, globalement, on est allé au-delà. C'est l'enjeu de l'hygiène de vie des soignants. Donc tu as 2 minutes pour nous dire un petit peu ce que tu as envie par rapport à cela. 2 minutes, c'est un défi, quoi. Effectivement, et merci de me donner cette opportunité, puisqu'on se rend bien compte, hein, et finalement cette suite logique, après s'être intéressé à la santé des résidents, ça devient complètement logique, comme Gilles l'a rappelé, comme tu l'as rappelé Serge, de l'intérêt d'aller vers la santé des professionnels qui prennent soin et qui prennent en charge l'ensemble de ces résidents, l'ensemble de ces patients. C'est vrai que c'est extrêmement important. Pourquoi c'est important ? Parce que on est dans comme tu l'as très bien dit, on est dans une notion où le soin va nécessiter un engagement, et on sait très bien que les soignants, dans leur immense majorité, ne prennent pas soin de leur santé. Moi, il y a un chiffre qui me marque, 80% des médecins généralistes n'ont aucun médecin traitant eux-mêmes, quoi. Donc ce qui veut dire que l'immense majorité, et ce chiffre-là, je pense que sans aucun problème, et c'est d'ailleurs même ce qui m'inquiète qu'on n'ait pas d'autres chiffres vers d'autres catégories de soignants, c'est qu'on ne sait pas en réalité. Alors oui, il y a les médecines du travail qui existent, oui, qui peuvent prendre en charge, mais ça ne répond pas à l'ensemble de la problématique qu'il y a derrière. Et pour, je pense, prendre convenablement soin des autres, il faut déjà être bien dans sa propre santé, quoi. Parce que si on n'y est pas, on est en difficulté, on va être en burn-out éventuellement, on ne va pas être bien. Et quand on n'est pas bien soi-même, on ne peut pas s'occuper des autres convenablement. Moi, je suis dans le milieu hospitalier, on le voit très bien à l'hôpital. Quand ça se passe difficilement dans les équipes, ça va se passer difficilement avec les patients. Donc il faut absolument, je pense, être très présent
Ça, c'est déjà le cas, mais être aigu, j'ai envie de dire, sur l'état de santé des soignants. L'enregistrer, le suivre, pour derrière, et ça c'est la première base en santé publique, derrière, mettre en face les actions qui vont permettre justement de prendre mieux en charge les patients, pas les patients justement, les professionnels, qui eux-mêmes derrière vont prendre en charge convenablement les résidents ou les patients, suivant les structures. Et ça, je pense que c'est important, et c'est une vraie dimension de recherche, parce que j'ai aussi une casquette de recherche dans cette dimension-là. Il y a une dimension de santé publique et médicale évidente de prendre en charge la santé des autres, mais il y a aussi une dimension de recherche, et c'est un champ de recherche qui aujourd'hui est, c'est vrai, quasiment vierge. On ne connaît pas. Quand on regarde la littérature internationale, c'est assez maigre. Quand on recherche en France, il n'y a quasiment rien. Et donc voilà, donc travailler sur cette dimension-là, l'explorer, la connaître, et surtout derrière, parce que faire pour faire, c'est intéressant, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est faire pour derrière, savoir pour derrière, faire, et derrière, régler les éventuelles difficultés, ou surtout faire en sorte qu'il n'y ait pas de difficultés, quoi. Et qu'on rentre dans une logique de prévention qui, elle, va nous permettre justement d'éviter l'altération de l'état de santé du professionnel, qui va du coup avoir une efficacité supérieure dans sa logique de prise en charge, quoi. Voilà, donc c'est ça, je pense, véritablement l'enjeu, c'est d'aller plus loin, plus fort dans la prise en charge, dans une prise en charge qui soit peut-être, et même plus simplifiée, j'ai envie de dire, pour le preneur en charge, véritablement, quoi. Si on est, et je le répète, si on est bien dans sa santé, alors on va aller mieux vers l'autre, plus efficacement. Et je pense que c'est ça qu'il faut vraiment garder à l'esprit. En tout cas, nous, c'est ce qui va nous animer avec l'équipe qui est derrière moi pour aller dans ce sens-là, quoi. Ça me paraît absolument essentiel. Et à nouveau, c'est une approche qui n'existe peu ou pas au niveau dans la littérature internationale. Et je pense que c'est une opportunité de pouvoir le faire avec Corian compte tenu de l'étendue des structures qui existent. J'irai même un peu plus loin que toi d'ailleurs. J'espère qu'on pourra y aller. Mais il y a le centre de Paris, il y a la province, ou l'approche banlieue, ou la banlieue. Moi, je suis un banlieusard, hein, ici. De temps en temps, je viens à Paris, donc là, je suis content de venir. Montigny-le-Bretonneux, c'est quand même un peu loin. Après, il y a la province. Hein, je ne suis pas un provincial au début, et je suis surtout aussi un Européen convaincu, quoi. Et je pense que toutes ces dimensions-là sont des dimensions qui sont intéressantes, et on aura l'opportunité, justement, de les approcher, qui sont importantes. Parce qu'on n'a pas les mêmes approches partout, et c'est important de pouvoir les confronter, quoi. Merci beaucoup. N'oublions pas aussi, on parle Paris, banlieue, province, mais aussi tous les territoires outre-mer, qui posent aussi d'autres problématiques, c'est plus loin, ainsi de suite. N'empêche que, à chaque fois... Voilà. Ils sont présents dans mon esprit, quoi. Voilà. Merci beaucoup. On l'applaudit absolument. Et puis le mot prévention est un des mots qu'on réutilisera et qu'on gardera beaucoup. Alors, ensuite, je me tourne vers Damien Leguet, homme de l'éthique et spécialiste de ces questions autour de l'accompagnement, la mort, la souffrance existentielle. Et donc, avec Damien, pareil, toi, à un moment donné, ce que tu as porté, parce que, bah oui, évidemment, on ne peut pas passer à côté, c'est comment la nécessité, l'ardente obligation, comme aurait dit l'autre, d'accompagner, de prendre en compte, de prendre la mesure de la souffrance existentielle des soignants, et puis de leur problématique, de leur positionnement, de leur manière d'être face à la mort. Pareil, tu as 2 minutes. 2 minutes extensif, hein. Pas trop extensif. Non, je retiens de ce qui a été dit juste avant que pour faire du bien, il faut être bien. Il y a une relation directe entre le bien dans lequel on est, le bien-être dans lequel on est, et le bien-être qu'on est capable d'apporter. Alors c'est vrai que les soignants, comme on dit, accompagnent. Donc ça veut dire que cette fonction de soin et d'accompagnement, qui sont 2 choses qui vont ensemble, suppose donc d'être confronté à un certain nombre de souffrances que les soignants se doivent d'accompagner, de prendre en charge, d'assumer pour eux-mêmes, de pousser, de gérer. Voilà. C'est cette confrontation avec ces souffrances existentielles qu'ils ressentent. Et c'est vrai que la souffrance existentielle, c'est celle à la fois des résidents, à la fois de ceux qui sont au bord de la mort, à la fois de la famille, à la fois de tout ce qui est peut-être immatériel, mais ô combien nécessaire pour faire en sorte d'être dans cette dialectique du bien, du bien-être, qui permet d'être effectivement
ceux qui apportent autant que faire se peut un confort de vie. Alors pourquoi c'est important, me semble-t-il, surtout quand on est confronté, ce qui est le cas de beaucoup de soignants dans des situations comme celle-là ou en soins palliatifs que je connais bien ou d'autres, c'est parce qu'il y a un équilibre à trouver, aimer, soigner, entre l'empathie nécessaire, indispensable, et le professionnalisme. Trop d'empathie tue le professionnalisme, trop de professionnalisme tue l'empathie. Comment être en équilibre des deux, de façon même à ne pas être submergé par les émotions successives, les souffrances existentielles successives qui s'ajoutent et s'accumulent au fur et à mesure. Sinon, on fait ça 5 minutes et on s'en va. Voilà. Donc comment trouver cet équilibre-là? Et moi, il me semble que ceux qui sont effectivement ces soignants-là ont 2 fonctions différentes. Une fonction de sismographe, c'est-à-dire qu'ils enregistrent les pulsions, les inquiétudes, les troubles, les difficultés, puis la peur, et puis l'angoisse, surtout face à la mort, qui est autour d'eux. Et puis une deuxième fonction, c'est celle d'être véritablement une forme de paratonnerre. La foudre n'est pas loin, elle tombe, elle va tomber. Comment, quand on soigne, quand on accompagne, comment faire en sorte que la foudre soit pour partie prise par eux, et malheureusement, quand elle tombera, elle tombera. Voilà. Alors, que faire? C'est ça, me semble-t-il, aussi dans cette nécessité d'accompagner. Moi, je vois il me semble qu'il y a 3 actions ou 3 soins possibles. 1, soigner la parole. La parole, ça veut dire aussi tout ce que l'on garde, tout ce que les soignants gardent en eux-mêmes, tout ce qui est contracté, comprimé, et qu'ils ont besoin de partager, les groupes de parole, la possibilité de dire la douleur, la difficulté, se lâcher de temps en temps pour essayer de soigner la parole qui soigne. La parole soigne aussi. La parole fait partie du soin. Voilà. Donc soigner la parole, ça veut dire aussi soigner cette partie de la parole que l'on a en soi et qui souffre d'être comme ça comprimée ou d'être malheureuse ou d'être triste face à des situations qui le sont. Deuxième soin, le soin des pratiques. Quelles sont, dans le groupe ou dans d'autres groupes, les bonnes pratiques? Les bonnes pratiques qui supposent que, tiens, ici on fait comme ça, tiens, ailleurs on fait autrement. Comment est-ce que chacun essaye de gérer au mieux et de soigner au mieux ceux qui accompagnent? Et puis, le troisième objectif, ou le troisième soin possible, c'est soigner le professionnalisme des soignants. C'est-à-dire essayer de leur apporter, d'un point de vue éthique, c'est mon sujet, d'un point de vue éthique, leur apporter des formations, des éléments d'alerte, des réflexes, des façons d'être au plus près de cet accompagnement, être avec et apporter, panem du pain, donc apporter quelque chose qui est roboratif, qui nourrit, qui est susceptible de donner. Donc partager, donc aider par la formation, c'est aussi apporter du pain à ceux qui vont en donner. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà les 3 objectifs que je me suis permis d'indiquer comme faisant partie de cette nécessité d'accompagner les soignants qui soignent pour que ceux-ci, en étant mieux, dans le mieux-être, dans le bien-être, dans le moins mauvais mal-être, puissent effectivement être, autant que faire se peut, dans cette disponibilité personnelle, de soins, professionnels, etc., pour diffuser, rayonner, prendre en charge le bien. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Et si j'osais, je dirais, il y a du pain sur la planche. Alors, allons-y. Philippe Guton. Alors, Philippe Guton, on va pas faire tout ton panégyrique, c'est trop long. Au-delà du fait que tu as une maison dans un village formidable. Mais pédopsychiatre. On va se dire, pédopsychiatre, qu'est-ce qu'il fout dans cette histoire? Absolument, absolument. Sauf que, d'abord, on parle de toutes les fragilités. Il y a eu un très joli rapport sur les 1000 premiers jours, à l'initiative de Boris Cyrulnik il y a 1 an et demi à peu près, de dire, dès le démarrage, ces histoires, elles comptent.
dès le démarrage, il peut y avoir des problématiques de souffrance, de fragilité, et ainsi de suite. Donc c'était intéressant de t'avoir par rapport à ça, et puis évidemment sur une vision beaucoup plus large et beaucoup plus épaisse. Alors, toi, ce que tu avais envie, évidemment, il est un peu marqué par son métier, par sa pratique, la place des psychologues dans les EHPAD et les établissements sanitaires de manière générale. Et en même temps, on sait bien que c'est une place très très singulière, donc toi tu voulais qu'on travaille plus sur cette question-là. Tu as 2 minutes. Je suis pédopsychiatre, pour faire j'ai d'autres expériences en particulier, je m'intéresse beaucoup, en particulier depuis une bonne dizaine d'années, sur la question du vieillissement, ne serait-ce qu'en raison de mon âge. Mais je pense qu'il serait intéressant de réfléchir sur la relation de soins en tant que telle, en tant que thématique de recherche. Alors le soin est bien entendu une affaire technique, une affaire scientifique, etc. La relation de soins est par définition, d'une certaine façon, une relation inégale, hiérarchique, entre le soignant et le soigné. Voilà. Ça, c'est le premier aspect de cette relation de soins. Mais au sein même de cette relation de soins, il y a un lien qui se fait, qui, à mon avis, a pas mal d'effets, d'ailleurs, sur le soin lui-même et sur la scientificité même de ce lien. Il y a un lien qui se fait entre le soignant et le soigné, dans lequel je mettrais en sorte d'idéal de ce lien une certaine égalité entre le soignant et le soigné. Alors c'est peut-être facile, une certaine égalité. C'est-à-dire c'est facile à dire pour finir, mais je crois que c'est pas facile dans une relation hiérarchique comme le soin d'introduire cette affectivité, cette proximité, cette complémentarité qui serait une dimension carrément affective. Je suis presque en train de dire, mais c'est un peu le prolongement de ce que tu as dit tout à l'heure, je suis presque en train de dire qu'il faut que le soignant aime le soigné. Alors, c'est au tableau, on me dira. Hein, c'est le titre même de la Fondation pendant quelques années. Mais j'insisterai volontiers sur la dimension très délicate et très difficile à maintenir, à établir, etc. Bon, donc, analyse de la relation des soins. Et je pense que les personnes dans un EHPAD ou dans n'importe quelle institution qui sont les mieux placées pour faire cette analyse qui est nécessaire au vécu de l'institution, ce sont les psychologues cliniciens qui existent dans la plupart dans la totalité des maisons Corian. Pourquoi le psychologue? Mais je crois que le psychologue est le premier à soigner. Mais je ne parle pas ici du soin psy, hein, du soin de spécialité du psychologue ou du psychiatre. Je parle vraiment à réfléchir sur le soin quotidien, le soin banal, même le plus banal possible du quotidien. Donc le psychologue a une double place, je dirais, une place personnelle à l'égard des soignants et des soignés, pour en quelque sorte travailler cette dimension, et une place institutionnelle qui est alors complètement importante et pas souvent mise au point en ce moment, à savoir de réfléchir avec les soignants et les soignés sur ce qui se passe de la question du lien dans une situation aussi délicate que le soin. Voilà, je résume ce qui pourrait être une recherche pendant des années. Oui. Merci à toi. Alors, même les non-psychologues peuvent applaudir. Voilà, il n'y a pas de... Merci beaucoup, on a fait un premier tour. Alors, merci pour ces propos très, très forts et cette espèce de condensé qui nous donne envie d'aller plus loin. Donc, les actions qu'on va poursuivre, elles vont évidemment prendre la forme d'études. Donc on l'a vu, études sur l'hygiène de vie et la qualité de vie des soignants, études éventuellement sur la place des psychologues dans les établissements de santé et médico-sociaux. On
on n'a pas encore défini complètement tous les sujets, mais on voit qu'ils vont être riches. On va également avoir des actions très concrètes. Par exemple, citons la lutte contre la violence dont peuvent être victimes nos soignants et en particulier nos soignantes. Donc on a un partenariat qu'on veut poursuivre avec la Maison des femmes de Saint-Denis, par exemple. On va également mener des actions de prévention pour la santé et le bien-être des soignants, avec le maintien, enfin la poursuite de notre aventure avec le bus du Cœur des femmes qui nous permet de contribuer au dépistage des maladies cardiovasculaires en France. Également le partenariat qu'on souhaite établir avec l'association SPS, Soins aux professionnels de la santé, de Catherine Cornubert, qui n'est pas là ce soir, mais qui fait partie du nouveau comité et qui va nous accompagner sur cette dimension du bien-être des professionnels de santé. Merci beaucoup. Alors, on a pris évidemment, ou j'ai pris un petit peu de retard, mais tout va bien. Alors, deuxième axe, susciter des vocations et renforcer l'attractivité des métiers du soin. C'est évidemment problématique assez majeure dont on parle beaucoup. Je disais en introduction, crise des vocations, crise des métiers, entre autres dans le secteur du soin, mais on retrouve ça à peu près partout. Dans un autre monde qui m'est très cher, celui de la pâtisserie, on a plus de mal aussi à trouver des gens qui sont prêts à travailler, par exemple la nuit, à préparer les choses, par exemple pour le lundi, et ainsi de suite. Donc on voit bien qu'il y a plein de secteurs comme ça. La pâtisserie est un autre métier de la relation, Sophie. C'est pareil, c'est aussi la création de relations. Et on voit dans l'enseignement, on voit un peu partout, on a du mal à trouver du monde. Mais celui de la santé, évidemment, c'est plus complexe, plus important, parce que c'est directement avec et pour les personnes fragiles. Alors, on s'est dit, évidemment, on ne peut pas passer à côté. Je ne vais pas faire le résumé de tous les types d'actions qu'on peut avoir là-dessus, parce que on n'en finirait pas, quoi. Et puis, comme on est en retard, je vais aller très vite. Mais, Abdelali El Badawi, tu es en face de moi. Hormis le fait qu'on partage un goût capillaire commun, il y a d'autres choses qu'on a en partage. Mais je veux vous dire, c'est que toi, pas revenir sur ta vie, mais le fait que tu as commencé avant même auxiliaire de vie. Tu as fait tous ces métiers-là avant d'arriver à infirmier. Donc c'était important, intéressant, dans un comité comme le nôtre, d'avoir quelqu'un qui a vécu tout cela. Et puis en même temps, après, au bout d'un moment, il en a eu marre d'être infirmier. Il s'est dit, il y a d'autres choses à faire, j'ai envie d'aller plus large que simplement être sur mon métier. Et il a créé Banlieue Santé. Et donc je voudrais un demi-mot sur Banlieue Santé. Et puis ensuite, là, on s'est centré sur, métier du soin et banlieue. Dans l'idée aussi, vocation. Là encore, métier différent. Voilà, c'est autour de ça que l'on souhaitait t'entendre. Merci Serge. Je te remercie déjà d'avoir pris le temps de m'embarquer dans cette belle aventure. Merci à la Fondation. Merci à Sophie. Donc rapidement, je suis infirmier, mais avant d'être infirmier, j'ai eu la plus belle expérience de ma vie professionnelle. C'était celle quand j'étais homme de ménage pendant 7 ans et auxiliaire de vie. J'ai fait tous les petits boulots de l'hôpital, maison de retraite. Et vraiment, j'ai aimé ce métier. Et j'aime encore ce métier. Et aujourd'hui, je leur rends hommage parce qu'ils ont fait un travail formidable. Et je pense qu'il faut rendre hommage à celles et ceux qu'on voit très peu, celles et ceux qui sont en angle mort et qui se lèvent avant 7 heures du matin. C'est important parce qu'ils tiennent les murs de notre économie de la vie. Et en réalité, si on ne prend pas soin d'elles, soin d'eux, on ne pourra pas continuer à vivre comme ça. Oui, je suis infirmier, je suis toujours infirmier, j'exerce moins et plus du tout même, parce que j'ai décidé de porter une organisation qui s'appelle Banlieue Santé, banlieue qui veut dire lieu banni, la mise au ban, toutes celles et ceux qui sont loin du droit commun. J'en parle parce que d'un point de vue anthropologique et historique, au XIVe siècle, les rois mettaient les personnes atteintes de lèpre, de peste, les indigents, dans des lieux bannis, dans la ruralité en réalité. Et donc banlieue est beaucoup plus proche d'un point de vue historique de la ruralité que des quartiers populaires. Les métiers du soin en France, mais aussi dans d'autres pays sur lesquels nous sommes aujourd'hui, sont souvent portés en réalité par des gens très peu diplômés ou parfois pas diplômés et ne pensent pas nécessairement à se dire je vais pouvoir être homme de ménage ou femme de ménage, auxiliaire de vie et par la suite devenir aide-soignant, infirmier, etc. Pour plein de raisons, ce que j'appelle le millefeuille des inégalités sociales qui les amènent à ne pas aller jusqu'au bout des choses. Et donc nous, en tant qu'acteurs de terrain, mais aussi acteurs
économique, on doit pousser et susciter des vocations. Et pour susciter et pousser des vocations, il faut mettre des moyens, et il faut prendre le temps d'écouter. Et je me rappelle d'une anecdote qui m'a fait arrêter mon métier. J'étais infirmier libéral chez un patient qui m'a dit « Abdelali, tu ne prends plus le temps ». Et quand il m'a dit ça, je me suis dit « Rien que ça, c'est une forme de maltraitance, de ne plus avoir le temps pour les patients ». Et donc j'ai décidé d'arrêter pour monter cette organisation aujourd'hui où on touche et accompagne près de 2 millions de patients un peu partout en France et ailleurs, où on travaille sur ces questions de santé avec la notion des métiers du care. Et d'ailleurs, on a sorti une étude scientifique il y a 1 an sur d'abord la santé de vieux travailleurs migrants, qu'on a appelé pendant très longtemps les Chibani, qui sont arrivés dans les années 60 en France travailler, qui ont été les premiers quasi à cotiser leurs droits sociaux et le moins utiliser leurs droits sociaux. Pourquoi j'en parle? Parce qu'avec le professeur Villani à Marseille, mais aussi le CNRS, on a réfléchi à comment cette étude scientifique pouvait être une notion de plaidoyer de politique publique de demain. Et donc on y arrive, puisque aujourd'hui l'État est en train de vraiment accélérer pour réfléchir comment notre étude peut être un vrai vecteur autour des métiers du care. Et pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que aussi dans notre étude, dans près de 3 ans, 1 habitant sur 4 des quartiers populaires aura de plus de 65 ans. Ce n'est pas une population qui ira en maison de retraite parce qu'elle n'a pas les moyens, parce que culturellement elle n'y va pas, mais aussi elle peut susciter une grande opportunité de demain, c'est de pouvoir créer, connecter les habitants de ces territoires qui souhaitent travailler sur les métiers du care avec ces populations vieillissantes. Et c'est là où on est en train de travailler, on en a parlé il y a très peu avec vous auprès de la Fondation sur réfléchir comment on peut croiser nos visions. Et les métiers du care, ou les métiers du soin, et je vais en terminer là parce que je suis un grand bavard, mais je suis surtout un acteur de terrain, c'est de réfléchir ensemble à plusieurs, de manière à réfléchir sous forme de coalition, pour que les métiers du care, ce ne soient pas juste des métiers d'à côté, ou j'appellerais ça le ministère d'à côté, mais plutôt comment ça devient un ministère régalien, c'est-à-dire qu'on vraiment on s'engage, on met les moyens, et on arrête de faire des politiques bullshit ou de la com, mais plutôt comment on arrive à vraiment transformer les métiers de demain. Vaste programme, on peut l'applaudir. Pierre-Henri Tavoyot, cher ami. Alors, il aurait pu nous parler du miel, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. On aurait pu. On parle du chocolat. Hein. On aurait pu parler du chocolat, et on peut mélanger les deux. Toi, donc, philosophe, tu as beaucoup travaillé sur plein de sujets, mais entre autres, les âges de la vie. On a travaillé ensemble sur la question de l'intergénération, mais finalement, derrière tout ça, c'est aussi les fragilités, le prendre soin, l'accompagnement. Et donc, toi, ton thème, c'était finalement soigner sans infantiliser, qui est un beau résumé. Oui, on l'a dit, les relations de soins sont des relations inégales. Et c'est vrai qu'on est en situation de vulnérabilité. Il y a à la fois de la part du soignant la nécessité de prendre une certaine position et aussi de la part du soigné, du patient, la tentation justifiée à certains égards d'être pris en charge. Et donc aussi de régresser à une situation infantile qu'il ne faut pas négliger. Ce n'est pas un point qu'il faut balayer comme ça du revers de la main, mais ça crée une situation effectivement d'inégalité qui peut être elle-même source de souffrance. Donc c'est ça où il y a une difficulté qui peut apparaître, un paradoxe, mais vous l'avez très bien formulé. Cette inégalité, si elle s'installe trop durablement, elle crée une situation effectivement de souffrance potentielle avec... si je puis dire, un patient qui cesse d'être l'auteur de son soin, et c'est périlleux. Alors, c'est vrai que cette question, moi, m'intéresse beaucoup parce que c'est à la fois, tout en respectant ce désir et cette nécessité d'être protégé, comment essayer de faire en sorte que l'adulte qui est en nous continue de vivre, même dans cette situation de soin. Et c'est vrai que c'est une analogie qu'on peut faire avec la question de l'éducation, au fond, parce qu'il y a un problème philosophique qu'on pose beaucoup, paraît un peu fumeux d'ailleurs, c'est à qui appartiennent les enfants? Je reviens à des questions. Alors, en général, on disait dans les sociétés traditionnelles, les enfants appartiennent à la famille, au clan, qui pouvait en user et en abuser. Ça arrivait. Alors, nous, modernes, on dit, mais non, les enfants s'appartiennent à eux-mêmes, ce sont des êtres autonomes. Oui, simplement, un enfant qui s'appartient à soi-même, c'est un enfant abandonné. Et la vraie réponse de cette question, je pense, à qui appartiennent les enfants, c'est celle qui consiste à dire l'enfant appartient à l'adulte qu'il sera plus tard. Ou cette éducation, en quelque sorte, l'éducateur doit prendre ce rôle-là. Il doit être l'adulte que l'enfant sera demain. Je
pense qu'on peut, par analogie, penser le soin de cette manière. C'est-à-dire considérer qu'effectivement, quand on soigne, on doit, même si on accueille le désarroi, la nécessité de prise en charge, on doit malgré tout penser à l'adulte qu'est cette personne. Et même si les signes de cette adultité sont parfois en train d'être moins évidents, le devoir est d'autant plus grand de continuer à les voir, à les faire vivre, à les raconter et à agir de cette manière. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement difficile et extrêmement exigeant, qui relève effectivement de l'éthique que vous avez tous les deux indiquée du soin. Et c'est une thématique qui me paraît vraiment très intéressante et très puissante à être conduite pour essayer de trouver des petites maximes éthiques qui nourrissent. Il y a peut-être deux autres thématiques qui m'intéresseraient. Je charge la barque, mais en 2 minutes. D'une part, d'abord, la question de la laïcité, c'est une question dans les relations soignants qui m'intéresse parce qu'on est ici au cœur des choses du collectif et en même temps de l'intime. Et cette laïcité est mise en tension, et il faut là-dessus, je crois, vraiment étudier les choses de très près, avec beaucoup d'ouverture d'esprit, pour faire vivre cet espace commun du soin, garantissant la logique républicaine, si je puis dire, mais en étant attentif aussi aux vies individuelles. Et puis il y a une troisième thématique, et là, qui est colossale, c'est soigner pour quoi faire. C'est-à-dire, nous avons, je le rappelle, une définition de la santé, aujourd'hui, c'est celle de l'OMC, qui définit la santé comme l'état de bien-être physique. L'OMS. L'OMS, pardon, oui, l'OMC, oui. Beau lapsus. De l'OMS. On va essayer justement que ce ne soit pas celle de l'OMC. On ne va pas mélanger, d'accord. Je veux bien. État de bien-être physique, moral et social. Avec une définition de la santé de ce type, moi-même, je ne suis pas sûr d'être vraiment en pleine forme. Et donc, ça veut dire soigner, c'est infini. C'est infini, c'est-à-dire qu'avec une définition de ce type, mais quelles sont les limites ? Que veut-on exactement ? Surtout, effectivement, dans des situations où on sait que ça va quand même mal se passer à la fin. Donc, comment soigner avec une ambition sanitaire débordante, si je puis dire ? C'est le sanitaire qui déborde. Merci beaucoup. Et la question des limites, on peut l'applaudir. On revient aux Grecs qui te sont si chers. Et voilà, c'est aussi penser les limites. C'est penser les limites de l'environnement, c'est penser les limites de la terre, c'est penser les limites du soin, et c'est penser les limites de la relation même. Jusqu'où on va, jusqu'où ça doit s'arrêter. Alors, à propos de limites, à toi de jouer. Alors pour terminer sur cet axe qui finalement est en train de dériver vers le troisième axe, le sens du soin, hein, Serge. On est beaucoup plus sur le sens du soin que sur le renforcement de l'attractivité des métiers du soin. Sur le renforcement, comment susciter des vocations, comment renforcer cette attractivité. Il nous semble que nous avons un rôle, nous, en tant que fondation Aimer Soigner, dans la production de connaissances. Donc on va explorer ces terres encore mal défrichées que vous avez évoquées les uns les autres. On va également avoir des démarches comme celle de cette jeune historienne qui devait nous rejoindre ce soir, je ne sais pas si elle est là, Jeanne Cyr. Oui, elle est là, qui est donc une doctorante qui est en train d'explorer les archives sur les soignantes, puisque son thème de thèse est les aides-soignantes en France de 49 à nos jours, sous la direction d'Isabelle Lespinet-Moret, professeure d'histoire à la Sorbonne. Et donc ça sera un de nos guides sur cette connaissance des métiers du soin. On aura aussi à cœur, pendant ces 3 ans, tout simplement, de donner la parole aux soignants. Leur donner le micro à travers toutes sortes d'occasions. L'élaboration de podcasts avec Sophie Pilot, qui est là ce soir aussi, documentariste que nous choyons et avec laquelle nous avons cheminé sur la voie des aînés. Nous aurons une voie des soignants qui va se construire au fil des mois. Nous avons aussi à cœur de faire témoigner les soignants dans la France entière. Pour l'instant, on reste en France, Loïc, mais on envisagera ensuite l'Europe, tu as raison. Et puis également, nous pensons aux images, l'image des soignants. On pense éventuellement à la façon dont on peut illustrer ces métiers et ces parcours de soignants. Troisième type d'action qu'on va poursuivre dans cet axe susciter des vocations, c'est évidemment un axe dirigé vers les jeunes. Comment donner envie aux jeunes
de devenir soignant. Et ça passe par l'information et par la transmission. Donc on va beaucoup travailler avec des partenaires comme Alliance pour l'éducation, qui est un partenaire qu'on a déjà depuis plusieurs années. On va développer aussi d'autres partenariats. C'est possible et dans la salle, je crois. D'autres nous aideront donc dans cette poursuite de l'information des jeunes par les soignants. On croit beaucoup à cette transmission par les soignants du goût, de l'amour du métier de soignant. Et on ira se déplacer dans les IFSI, dans les IFAS, donc les instituts de formation pour les soins infirmiers, pour les aides-soignants, les instituts de formation également pour les rééducateurs, pour transmettre donc ce goût des métiers du soin. Également, on a à cœur de favoriser l'accès aux métiers du soin de personnes en difficulté d'accès à l'emploi, comme par exemple les réfugiés. Et on a un partenaire, Each One for Tomorrow, avec lequel donc, on espère avancer sur cet axe. Tu te fiches de moi sur mon accent? Pas du tout, je suis très très impressionné, bien au contraire. C'est ça aussi, là. Alors, troisième axe, justement, tu disais le sens du soin. Parce qu'à la fin, quand même, c'est quoi toute cette histoire-là? Donc c'est bien cette histoire de sens du soin, sens de l'accompagnement, sens du care. Enfin, voilà. Qu'est-ce qu'on y met derrière? Alors là encore, je ne vais pas lister parce qu'on n'arrêterait pas, on en aurait pour 3 heures encore. Et vu le retard, c'est peut-être pas le moment. Mais je vais d'abord vers Richard Michel. Alors Richard Michel est dans le conseil scientifique, un statut un peu particulier parce qu'il est le seul à être directement à diriger des établissements. On trouvait intéressant qu'il y ait au moins une personne qui soit dans cette confrontation-là, avec aussi un regard un peu fort, un peu riche sur toutes ces questions-là. Et Richard, toi, justement, ton envie, c'était de dire, mais le rôle du manager pour donner du sens au quotidien. Souvent, je dirige un master sur ces sujets-là, dans lequel tu interviens d'ailleurs, je disais toujours, on voit, c'est d'abord des différences de capacité, des différences humaines. On peut être, quel que soit l'établissement, quel que soit le groupe, ainsi de suite, c'est d'abord, on y revient, la personne. Bonsoir à tous. Alors, d'abord, les soignants, ce ne sont ni des instruments humains, ni une nouvelle domesticité. C'est important de le préciser. Et chacun d'eux compose avec sa propre subjectivité, ses satisfactions personnelles, ses convictions profondes. Alors, qu'est-ce qu'ils attendent d'un manager? Ils attendent certainement pas un prêchat de bons sentiments. Ils attendent d'abord des conditions de travail satisfaisantes, sinon acceptables, et à tout le moins sécurisantes. Ils attendent également des valeurs partagées, incarnées par le manager dans sa pratique réelle, dans son comportement quotidien, c'est son plébiscite de tous les jours à lui. Ils attendent également, et ça c'est absolument légitime, le respect et une juste reconnaissance du travail accompli. Ils attendent également, et il faut qu'il y ait la certitude absolue qu'en cas de problème, ils soient secourus. Ça, c'est fondamental, et les soignants qui sont dans la salle confirmeront. Enfin, ils attendent une cohérence globale dans les efforts consentis par tous. Et c'est à ces conditions-là, ce socle posé, que le manager pourra faire valoir une vision du lien et de la création de valeur suffisamment fédératrice pour que chacun puisse s'inscrire dans la force du nous sans se renier soi-même. Pour moi, c'est ça. Et ce que je voudrais dire ce soir, parce que ça me préoccupe, j'ai peur que si on n'arrive pas à surmonter cette crise vocationnelle des recrutements, bientôt, si ce n'est déjà fait ici ou là, la variable d'ajustement, ce soit les résidents ou les patients. C'est-à-dire que pour maintenir des conditions de travail soutenables face à l'intensification du travail, que tel ou tel établissement ait la tentation de laisser devant sa porte les patients, les résidents, qu'on appelle les plus lourds, entre guillemets, ou les plus complexes. Et ça, singulièrement, en qualité de manager, ça m'interroge et ça me fait peur. Merci. On peut l'applaudir. Alors, je me tourne vers Christian Eslon, professeur de psychologie. Tu diriges aujourd'hui Psychoprate. Et nous te remercions. Avant, il était du côté d'Angers. Tu vois Gilles Housset, Angers?
Non, pas du tout, ça m'étonne pas. Voilà. Et donc, merci à toi de nous avoir rejoints. Là aussi, Psychoprate, c'est très vaste, même si toi, tu as beaucoup travaillé sur le vieillissement, c'est très vaste. Et on est encore sur des histoires, psychologie, ainsi de suite. Et toi, ce que tu voulais justement, c'est vous dire, soigne-t-on, c'est un sujet qui t'intéresse beaucoup, les âges et ainsi de suite. Soigne-t-on de la même façon à 25 ans ou à 60 ans? C'est-à-dire, est-ce que l'âge du soignant a une influence? Merci Serge de me donner l'occasion de réagir à cette question suggestive. La réponse est évidemment non. On ne soigne pas de la même façon à 25 ans et à 60 ans. J'en profite pour préciser que j'ai été à 25 ans, donc il y a un bon moment, l'un des rares et premiers psychologues en EHPAD. À l'époque, on comptait en francs et on ne parlait même pas d'EHPAD, rendez-vous compte. Et nous étions quelques dizaines en France seulement à oser être psychologue dans ces institutions. Aujourd'hui, j'ai développé donc des recherches en psychologie des âges de la vie. Et la réponse à soigne-t-on de la même manière à 25 ans et à 60 ans est autour du fait que la réponse est non, parce que nous changeons de jour en jour, d'heure en heure, d'année en année, et aussi parce qu'on ne soigne pas de la même façon le matin ou le soir, après une semaine de travail de 35 ou de 60 heures, après un congé, etc., etc. Et donc la question, c'est comment inventer une souplesse du rythme de travail, une adaptation du rythme de travail à ces questions d'âge, mais aussi à ces questions de disponibilité psychique, mentale, morale, ce qui a été évoqué, mais aussi physique, tout simplement. Alors si on se situe dans la perspective d'une société à 5 générations, un jour un monsieur me disait, figurez-vous, mon petit-fils vient d'être grand-père. Ça nous amène à reposer différemment la question de l'âge de la retraite qui nous occupera demain ou après-demain, je ne sais plus, et aussi la question des âges de la vie, et de penser ce qu'on appelle le vieillissement démographique que mentionnait Sophie Boissard, non pas comme un accroissement du nombre de personnes âgées dépendantes, mais comme un recul de l'âge de la dépendance et comme de nouveaux âges de la vie et de nouveaux temps à amender tout au long de cette vie. Pierre-Henri Tavoyot le développe lui aussi, en articulant tout au long de la vie ce qu'on appelle le travail et qu'il faudrait peut-être appeler activité, ce qu'on appelle la formation, éducation, réflexion, recul, etc. et ce qu'on appelle le répit tout au long de la vie, plutôt que d'abord je vais à l'école, après je travaille, après je me repose, qui me semble en totale inadéquation avec les enjeux de la société actuelle et future. Voilà, je voulais aussi ajouter qu'on pourrait peut-être déjà commencer assez concrètement par faire varier le temps de travail en fonction de l'âge et pas seulement rémunérer les gens plus avec l'ancienneté. Et la deuxième chose, c'est d'intégrer les activités normales du care dans la vie plus longue. Le care en tant que parent d'enfant, en tant qu'enfant de ses parents devenant dépendants, en tant qu'aidant de son conjoint allant vers une fin de vie ou une maladie grave, serait aussi une reconnaissance d'une activité humaine très importante qui n'apporte peut-être pas grand-chose au produit intérieur brut, mais beaucoup à la richesse de nos sociétés. Voilà ce que je peux dire dans le format de temps que tu m'as fait le plaisir de me laisser. Merci Serge, merci à toi. C'est pour ça que parfois, au lieu de dire produit intérieur brut, on parle de produit intérieur doux, ce qu'ont fait les Québécois à une époque. C'est dire qu'il y a d'autres choses, en effet. Voilà. Alors, Philippe, tu as derrière toi un micro qui se rapproche. Ne t'inquiète pas. Voilà. Philippe Cahen, notre prospectiviste, puisqu'il y en a un. Et Philippe, pareil, tu es avec nous depuis le début. Et toi, justement, ton métier, c'est de penser un petit peu comment ça va se passer demain. Et donc, autour de cette question, évolution des métiers du soin, émergence de nouveaux métiers et délégation de tâches. Qu'est-ce qui pourrait se passer et comment on a tout intérêt à y réfléchir, parce qu'on voit déjà ça existe, ça se fait, parfois de manière très très informelle, parfois de manière plus structurée. D'abord des chiffres, parce que la démographie, c'est quelque chose de fondamental. L'an dernier, il y a eu 745 000 naissances, 725 000 naissances et 667 000 décès. Ça veut dire que dans 5 ans, il y aura plus de décès que de naissances. La natalité baisse énormément, il faut imaginer cette chose-là. Le deuxième chiffre qui est important, c'est qu'il y a eu l'an dernier 1072 000 entreprises de créer. Donc on a créé plus d'entreprises que de bébés.
Et c'est important parce que ça veut dire que les gens ont envie de faire quelque chose. Donc ça veut dire qu'en matière d'emploi, on peut être optimiste sur la volonté des gens de construire quelque chose. Même si c'est sur ce million de personnes, d'entreprises, il y a 600 000 micro-entreprises, auto-entrepreneurs. Mais ça veut dire qu'il y en a 600 000, mais il y en a 300 000 qui sont d'autres, qui sont des structures beaucoup plus importantes. Ça veut dire que les gens veulent faire quelque chose et ça, c'est important. Ces gens-là ont 38 ans. En moyenne. Ce pas des gamins, ce n'est pas que des vélos qui créent des entreprises. Or, on a parlé tout à l'heure, tu as parlé de la génération Z. Il ne faut pas se tromper. C'est vrai que la génération Z, là, chez Agritech, quand ils ont eu le diplôme, ils ont contesté les entreprises qui pouvaient les employer. HEC a fait la même chose. Mais ils ont dit, je veux du sens aux choses. Or, avoir du sens, c'est vraiment important. C'est aussi positif pour l'emploi. Ça veut dire que nous, dans notre métier, de Corian, de la Fondation Corian, on a quelque chose à apporter à ces gens-là parce qu'il y a du sens là-dedans. Et ça veut dire qu'aussi, avec ce que j'ai dit sur l'évolution de la natalité et de la mortalité, il y a une concurrence dans l'emploi. Donc nous devons savoir apporter quelque chose en matière d'emploi qui fait que les gens ont envie de rester. C'est ce que vous souliez, c'est ce que tu soulevais tout à l'heure. Et puis le dernier point qui était par rapport au métier du soin, c'est que les lieux vont changer. L'EHPAD, c'est terminé. Enfin, je veux dire, ça va évoluer. Les lieux vont changer, les lieux du vieillissement vont changer. Donc les métiers et les activités vont changer. Et c'est une énorme évolution. Et puis, le dernier point, tu l'avais mis dans le mot que tu m'avais envoyé, les métiers bougent. C'est-à-dire que les métiers sont en train de changer. Je prends l'exemple des pharmaciens, une chose sur laquelle on ne fait jamais attention. Est-ce que tu as déjà regardé le montant des honoraires que tu donnes aux pharmaciens quand tu achètes des médicaments? Tu n'as jamais regardé. J'achète pas de médicaments. Tu n'achètes pas de médicaments. Sur la feuille de soins que tu as donnée, il y a marqué le montant des honoraires. Et les pharmaciens ont une réunion au niveau syndical qui a lieu au mois de mars et sont en train de préparer 4 types d'honoraires supplémentaires. Je crois que les pharmaciens moyen à 60% d'honoraires dans ses rémunérations. Et tous les métiers sont ainsi. C'est-à-dire qu'on est dans une époque où tous les métiers du soin sont en train d'évoluer. Et ça, il faut l'avoir vraiment à l'esprit pour demain. Merci beaucoup, Philippe. On l'applaudit. Alors, je refais le tour. Je me tourne vers Gilles Berru. C'est avec toi, Gilles, que l'on va terminer ce petit tour-là, donc de manière rapide. Alors, question, mais vraiment d'une simplicité absolue, l'éthique en pratique. L'éthique en pratique, eh bien, c'est possible. C'est déjà quelque chose qui n'est pas évident. Il y a eu un rapport qui a été fait par Fabrice Exil, un rapport ministériel qui a conclu, après la crise Covid et les interrogations qui ont eu lieu, la nécessité que l'éthique soit aussi une activité en proximité des unités de soins et dans lesquelles les soignants, et pas que, les résidents et les aidants puissent être des acteurs. Et donc nous avons réfléchi sur comment faire en pratique cette rencontre des personnes sur leur lieu de travail pour pouvoir construire une réflexion éthique au fil de l'eau. Et nous sommes appuyés en fait sur l'expérience remarquable des établissements Corian, puisque nous avons 43% des établissements qui étaient déjà dans une démarche éthique, ce qui est quand même assez exceptionnel. Et nous avons pu creuser ces initiatives, comparer avec la revue de littérature, et nous avons proposé en fait un cahier des charges où chaque établissement peut, à son rythme et dans l'ordre qu'il veut, construire un espace composé de 3 dimensions, des réunions thématiques, des réunions situationnelles pour des cas particuliers, et ce qu'on a appelé le café éthique, ou bien des rencontres sur un thème partagé entre soignants, résidents et familles. Et je pense que c'est vraiment un facteur de soutien des soignants que de pouvoir faire résonner leur activité, ce qu'a très bien décrit Damien Leguet sur le retour finalement anxieux que peut donner certaines situations, et aussi quelquefois le mal-être qu'on peut avoir dans sa vie personnelle et qui ne fait que finalement s'amplifier par les inquiétudes qu'on peut recevoir dans le travail, de pouvoir les mettre en mots sur son lieu de travail avec des médiations.
et qui permettent d'avancer dans un cheminement éthique. J'aime bien cette définition de l'éthique. L'éthique, c'est une inquiétude du bien faire. Et je pense que les conditions pratiques de cette réalisation peuvent, avec évidemment des aménagements sur le temps, vraiment de manière très pratico-pratique sur le lieu de travail, peuvent véritablement soutenir et générer cette réflexion éthique. Voilà. Et je pense que pour cette fondation qui prend un axe très fort sur les soignants, je pense que l'éthique en pratique soutient ce qui a été brillamment dit ce soir, à sa manière, dans le quotidien. Merci beaucoup. Alors, on a fait ce tour, encore une fois. C'était, vous voyez, chaque prise de parole est extrêmement riche. Et chaque prise de parole mériterait, devrait être un débat, une construction, une suite, et ainsi de suite. On a pris les personnes qui ont pu venir. Vous aurez remarqué sans doute que les membres du conseil scientifique présents étaient assez masculins. N'y voyez aucune, je sais que maintenant... Voilà. Et ça me rappelle, tu ne dois plus lire beaucoup, Pierre-Henri Chardonne. Les femmes ont sur la vie des informations qui nous échappent. Et donc, suite était bien, mais voilà, elles n'ont pas pu venir parce que les unes et les autres avaient des problématiques ce soir. Voilà. Comment ? Elle travaille, elle, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Ça pour dire qu'évidemment, il ne s'agit pas du tout de rentrer dans des logiques de quotas ou quoi que ce soit. En tout cas, moi, à titre personnel, ce n'est pas mon approche. Il y a beaucoup ça en ce moment sur la question de l'emploi des seniors. Je dis attention, c'est parti. Ça, voilà. Je pense qu'on peut avoir une vision du monde un petit peu différente. Mais en tout cas, évidemment, on avait cherché dans ces regards croisés, qui est évidemment aussi des femmes, autant, et ainsi de suite. Voilà. Mais juste, voilà, je tenais quand même à le dire, parce qu'on pourrait se dire comme ça, heureusement qu'il y a vous deux, mais sinon, c'est quand même bizarre, dans ce conseil scientifique, voilà. Non, c'est les hasards, et ainsi de suite, ça aurait pu être l'inverse. Voilà. Mais en revanche, le sujet, c'était la diversité de ces regards, et il y en a autant sur les personnes qui n'ont pas pu être là. Notre idée aussi, c'est que les uns et les autres, vous soyez mobilisés, sollicités, là, quand on réfléchit comme ça, mais aussi quand il y aura des temps en province, quand il y aura des travaux particuliers, on va y revenir. Voilà. Mais ça sera ça aussi. L'idée, c'est de faire vivre aussi ces intelligences en action. Ces intelligences en action, elles ne vivent que quand elles se confrontent à d'autres intelligences. Ce matin, un jeune disait, oui, c'est intéressant dans cette entreprise, je m'y sens bien parce qu'on pense tous pareil. Je dis, mais si vous pensez tous pareil, vous ne pensez pas. Penser, c'est aussi se confronter dans le respect et de manière pacifique, c'est se confronter à d'autres pensées. Sinon, on n'avance pas. Donc, c'était aussi les personnes, on se connaît à peu près tous, mais les personnes n'ont pas nécessairement exactement les mêmes idées, n'ont pas exactement les mêmes regards, n'ont évidemment pas les mêmes origines. Et c'est aussi ça qui nous fera avancer. Et quand on va faire là les plateaux et ainsi de suite, c'est évidemment toujours avec des personnes qui ont leur diversité. Mais je tenais à le dire en me disant d'un seul coup, dis donc quand même, c'est assez... c'est un petit peu masculin, quoi, cette affaire. Donc voilà, à toi de jouer. Il me reste à vous remercier tous pour ce moment d'une richesse infinie, puisqu'effectivement, chaque individu qui est intervenu, alors même si ce ne sont que des hommes, les femmes auront voix au chapitre lors d'autres... La première intervention qu'on va faire en IFAS à Caen sera avec Valérie Egloff, qui est infirmière libérale et présidente du Gérontopole de Normandie, et qui va venir discuter avec des élèves aides-soignants, donc le 15 mars, donc c'est notre prochain rendez-vous. Et avant cela, nous nous déplaçons, je crois, à Sarcelles, dans un lycée professionnel, avec des professionnels de Corian, des soignants, des cadres de santé, je crois qu'il y a un directeur, pour aller parler métier du soin avec des jeunes de lycée qui vont échanger avec ces professionnels. Voilà, merci à tous pour votre participation ce soir. Je crois qu'on ne va pas avoir le temps de l'échange. On espérait avoir un temps d'échange. Par contre, nous avons un cocktail qui nous attend et qui sera un moment convivial. N'hésitez pas à vous rencontrer et à échanger tous. Merci beaucoup.